Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme de l'international, un homme de la relation client. J'ai nommé Felipe Franco. Bonjour Felipe. Bonjour. Alors Felipe, on va s'intéresser un peu à ton parcours qui est super intéressant. On va beaucoup parler de RSE aussi, qui est un sujet qui monte et qui me tient à cœur. Aujourd'hui, tu es le Sustainability and Development Director de Bluelink Service. Donc je rappelle, Bluelink Service en 2 mots. Donc c'est une entité qui est issue d'Air France et qui est spécialisée dans la relation client pour Air France, mais pas seulement. Parce que vous avez maintenant une expertise qui est valorisée un peu partout dans le monde. Je crois que vous êtes dans plus de combien de pays 6 pays. Ouais, dans enfin, 5 pays, on a 6 bureaux, mais on est présent dans 5 pays. Exactement, donc international. Alors, peut-être ma première question que je souhaite te poser, Felipe, c'est quel métier tu souhaitais exercer petit ? Alors, j'avais plusieurs idées. J'ai passé par, quand je voulais être un boucher. Après, je voulais être un médecin. Mon père, il a toujours me dit que je devais devenir diplomate. Mais finalement, quand j'ai fait un programme d'échange aux États-Unis, quand j'avais 16 ans, je crois, et en fait, quand je suis retourné, je me suis dit que je veux faire un métier où je pourrais voyager beaucoup, parler dans différentes langues et surtout échanger avec des gens issus d'un milieu culturel très différent du mien. Voilà. Tu as toujours eu comme ça un œil qui était assez tourné vers l'international, oui. Puisque tu me disais que tu es brésilien. Oui. Et d'où ça vient, en fait, cette ouverture sur le monde ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es intéressé au-delà de ta ville, ton pays ? Tu t'es dit, moi, je ressens un appel de l'étranger. Je sais pas, j'ai toujours aimé la géographie et du coup, la carte du monde, ça a toujours m'amusé de voir qu'il y a des pays si longtemps et très différents où justement on parle des langues différentes et on mange différemment. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie justement de découvrir tout ça. Et alors, ce qui est amusant, c'est donc tu viens du Brésil et ton premier boulot va tout de suite t'éloigner très très loin du Brésil puisque on ne part pas vers un pays chaud, bord de plage, ambiance Copacabana. Bon, je mets tous les clichés. Non, pas du tout. Tu pars à Prague. Tu peux nous raconter ? Oui, alors il y a une histoire d'amour derrière. Toujours. Donc en fait, quand j'ai commencé mes études au Brésil, au bout d'1 an, je suis parti au Mozambique, en Afrique, pour faire du bénévole pendant 1 an. Super. Et là-bas, j'ai rencontré aujourd'hui mon ex-femme, qui est tchèque. Et du coup, quand j'ai fini mon année au Mozambique, je me suis dit, bon, je vais partir à Prague, je vais faire 6 mois pour voir ce que ça donne. Et j'y suis resté 7 ans. Voilà, donc c'était un peu par hasard. Et comment ça s'est passé, le choc des cultures ? Parce que pour moi, il n'y a pas plus éloigné que des cultures plutôt, Europe de l'Est et Brésil. Comment tu t'es adapté ? Comment ça se passe ? Oui, alors je pense que je suis quand même assez adaptable. Mais c'est vrai que la culture tchèque, elle est très différente de la culture brésilienne. Et c'est surtout, nous les Brésiliens, on est très chauds, donc on aime bien quand on parle avec les mains, on touche les gens aussi, on fait la bise souvent expressive, et tout. Voilà, très expressive. Et les Tchèques, ils sont plus... alors, j'aime pas les mots froids, mais disons un peu... moins expressifs, tout simplement. Donc, au début, c'était un peu difficile. Mais bon, après, je pense que c'est vraiment la surface que les Tchèques, ils ont ils te donnent l'impression qu'ils sont froids. Mais quand ils font confiance à toi, en fait, j'ai des amis qui feront tout pour moi, des amis tchèques. Et je pense que les Brésiliens, c'est l'inverse. Sur la surface, parfois, on est très chaud, mais parfois, il n'y a pas vraiment de profondeur. Je ne sais pas si tu... tu vas en surface, finalement. Oui, exactement. Okay, ouais. Et du coup, tu vas passer à peu près 7 ans à Prague. Comment tu fais pour trouver un boulot sur place et tu arrives dans quel univers ? Donc à Prague, en fait, j'ai trouvé un boulot en cherchant sur Internet, un peu par hasard. Donc c'était Bluelink, justement, qui avait besoin de quelqu'un qui parlait portugais pour traiter les marchés du Portugal et du Brésil. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décroché mon premier boulot. À l'époque, c'était à temps partiel parce que je faisais en même temps mes études. Mais c'était complètement par hasard. Et moi, je me suis dit, je fais ça pendant 6 mois, 1 an. Et après, je retourne au Brésil. Et finalement, je suis resté 7 ans à Prague. Et on peut s'arrêter un petit peu sur le monde de la relation client parce que c'est quand même un monde qui est extrêmement exigeant. On transmet beaucoup d'émotions au téléphone. Donc, il faut savoir à la fois maîtriser sa voix, faire preuve d'écoute active, d'empathie. En fait, c'est beaucoup de compétences à la fois. Comment est-ce que tu apprends déjà à développer ces compétences ? Est-ce que tu as été formé en interne et à te faire un peu une place dans cet univers ?
Alors, c'est vrai que c'est très difficile. En plus, moi, quand j'ai commencé, j'étais au service bagages perdus, endommagés d'Air Oh, France. qu'en plus, beaucoup Donc, de stress. voilà, C'est la exactement. pire situation. Moi, j'ai déjà perdu ma valise. T'es rarement Exactement. très Donc, aimable dans ces moments-là. 9 appels sur 10, c'était des clients qui étaient très mécontents, justement. Si tu pars pour un mariage, pour les vacances, c'est pas ton bagage. Voilà. Mais en fait, bien sûr, on passe des formations pour apprendre à gérer des conflits au téléphone, avoir aussi des tips justement pour essayer de rassurer les clients et le faire comprendre que parfois, il faut attendre tout simplement. Mais en fait, c'est surtout avec les collègues que tu apprends. Et en fait, c'était ça, hein, c'était avec mon manager, mais aussi avec les collègues au quotidien. Bon, on essayait aussi de s'amuser avec tous les différents cas qu'on pourrait faire face. Mais voilà, c'était surtout les collègues et les travail d'équipe qui m'a permis à la fois d'apprendre beaucoup de choses, mais aussi de prendre plaisir avec les boulots, même si voilà, c'était quand même compliqué de gérer des clients très Ça, parce que mécontents. tu as quand même une décharge d'énergie Oui. négative, des gens qui sont quand même parfois agressifs, Oui. véhéments. Il faut des soupapes de décompression. Oui. Donc toi, t'expliques que finalement, tes collègues, c'était aussi ta soupape de décompression. Oui, exactement. Pour Et rigoler. après, bien sûr, on a des clients qui sont très mécontents, mais quand tu essaies de les aider, justement, ils sont très contents finalement, et ça te fait aussi du bien, bien sûr, parce que tu as aidé quelqu'un. Donc, il y a les deux. Mais c'est vrai que les collègues, c'était essentiel. Ouais, il faut des équipes vraiment soudées. Oui. Et du coup, tu vas passer à peu près 7 ans sur place. Oui. Et ensuite, tu as encore du coup la bougeotte et tu pars en Asie. Exactement. Donc, j'ai eu l'opportunité de m'occuper du centre des relations clients d'Air France à Canton, donc au sud de la Chine. Ouais. Je n'ai pas réfléchi 2 fois, je suis parti. Et là, en fait, je pense, les chocs culturels, c'était là, en fait. En République tchèque, oui, la culture, elle est différente, mais bon, ça reste quand même pas très, très loin de ce que j'ai connu avant. Mais la Chine, c'est quand même un autre monde. Hein. Ouais, et puis, tu arrives à Canton. On dit souvent que c'est une ville de province, mais c'est quand même pas loin de 10-15 millions d'habitants. Enfin, c'est des villes 14 énormes. millions, 14 c'est énorme. millions, ok, c'est énorme. C'est énorme. En fait, c'est la 3e ville la plus grande en Chine. Donc, oui, il y a tout ça. Alors, je viens de São Paulo, qui c'est une grande ville aussi, donc j'étais habitué un peu à ça. Mais c'est vrai qu'en Chine, c'est une autre dimension. Aussi avec tous les bâtiments, la pollution aussi, que c'est les côtés négatifs. Et anciennement, c'était portugais, non? Il n'y avait pas une communauté portugaise, je sais plus. Tout au début, oui. Peut-être il y a très longtemps. Tu as raison que les Portugais sont passés par là. Et du coup, tu arrives à Canton et là, on te dit, mission, tu reprends du coup entièrement? Oui. Waouh. T'avais quel âge à ce moment-là? Alors, j'avais 29 ans, je crois. Ouais. Super. Bon, j'ai eu la chance parce que les équipes sur place, c'était vraiment des gens très compétents qui étaient là depuis 10 ou 15 ans. Donc, bon, je suis arrivé, bien sûr, avec mon bagage. Enfin, j'espère que j'ai apporté quelque chose. Mais les équipes, elles géraient déjà très bien sur place. Et quelle était un peu ta feuille de route à ce moment-là? On t'avait donné une mission en particulier? Oui, en fait, c'était à l'époque, les centres, il avait un problème des productivités et d'efficience finalement. Donc, c'était de les professionnaliser un peu plus davantage, de les rendre plus optimales aussi sur la partie économique. Et on avait aussi l'enjeu de formation des équipes pour monter davantage en compétences. Et comment tu arrives avec cette double casquette finalement? À la fois learning, on le sent déjà, et puis en même temps un peu un œil de consultant finalement, parce que quand tu dois aussi augmenter la performance, il y a quand même ce côté un peu analytique. Est-ce que c'est des choses que tu avais déjà pu tester auparavant ou qu'il y avait déjà en toi? Non, je n'avais pas vraiment testé avant, mais c'était vraiment ça, c'était de regarder comment eux ils travaillaient et essayer d'apporter des choses comme moi je connaissais les choses à Prague. Hein. Donc, mais ça m'est venu un peu naturellement. Je ne pourrais pas t'expliquer comment, pourquoi, mais voilà, c'était un peu naturel. Et sur la partie formation, j'avais des collègues qui étaient vraiment spécialisés sur ça, qui ont fait les différentes missions. Excellent. Donc, c'était pas moi directement. Et qu'est-ce que tu retiens de ce genre d'expérience où tu arrives comme ça, un peu parachuté dans un nouveau pays, une autre équipe, un peu comme déjà tu l'as fait à Prague? Comment est-ce qu'on fait pour réussir ce genre de challenge? Parce que quelque part, on est toujours perçu comme étant l'étranger, le manager qui arrive et qui est un peu parachuté. Est-ce qu'il y a des techniques pour réussir un peu tes 100 premiers jours ou... Je pense qu'il faut surtout être ouvert et
embarquer les gens, c'est hyper important. Et je pense, le plus important, c'est que les gens ils ne te voient pas comme quelqu'un qui arrive pour leur dire ce qu'il faut faire. En fait, c'est vraiment un partage. Donc, comme j'ai dit, il y avait des choses qui marchaient très bien et qui, du coup, nous, on appliquait ailleurs, dans d'autres pays. Et bien sûr, il y a des choses qui, peut-être, eux, ils auront pu apprendre. Ils ont appris, en fait, des choses, améliorer des choses. Donc, pour moi, les mots partage, j'aime toujours. Et c'est comme ça que je vois aussi les learning. Pour moi, je ne crois pas beaucoup, aux profs qui arrivent avec toute la connaissance, qui passent ça à ses élèves. C'est pas du tout ça pour moi. Pour moi, c'est vraiment un partage. Et moi, j'apporte quelque chose, mais en retour, moi aussi, je gagne quelque chose et j'apprends quelque chose aussi. Ouais, vraiment avoir une symétrie des deux côtés. Oui. Et tu vas rester, du coup, encore une fois, quelques années, du coup, à Canton. Oui, 2 ans. Et là, c'est là où, du coup, tu te dis, il manque un tampon sur mon passeport, et boum, tu reviens à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, l'arrivée à Paris, elle était hyper facile, du coup. Parce que comme j'avais fait la République tchèque, la Chine, qui est vraiment l'opposé, j'arrive dans un pays où, premièrement, je parle la langue, donc ça facilitait ma vie énormément. Ouais. Et tu parlais déjà la langue? Attends, j'arrête. Oui, je parlais déjà la langue. Tu l'avais appris? Je l'ai appris à l'université au Brésil, et après, j'ai vécu à l'île Maurice aussi pendant 1 an. Et c'est là, en fait, que j'ai appris les français. Mais du coup, quand je suis arrivé en France, j'ai parlé les français avec un accent mauricien. Incroyable. Tout le monde s'est moqué de moi. Si tu veux switcher dans le podcast, tu n'hésites pas. Ça nous fera une séquence. Là, je ne peux plus faire l'accent mauricien. C'était la première fois dans, 10 ans que je me sentais vraiment partie de la société, entre guillemets, parce que je pouvais regarder les journaux, lire tout. Voilà. Et la culture française, c'est quand même beaucoup plus proche de la culture brésilienne. C'est vrai? Qui les Tchèques et qui les Français. Oui, c'est sûr. Ouais, je pense que vous avez la humeur, vous êtes aussi chaleureux, peut-être pas comme les Brésiliens, mais en tout cas, beaucoup plus que les Chinois ou les Tchèques. Et j'ai toujours travaillé avec des Français. Donc, j'ai énormément de collègues, mais beaucoup d'amis aussi français. Donc, pour moi, c'était pas vraiment un pays étranger, disons. Alors, je ne peux pas dire qu'à l'époque, je me sentais à la maison, mais aujourd'hui, oui. Ouais, je suis bien ici, je suis chez moi, c'est ici à Paris. Et là, qu'est-ce qui fait qu'on vient te chercher et qu'on dit « Viens, arrive à Paris ». C'est de nouveau un poste qui t'est proposé? Parce que du coup, le siège est basé à Paris? Oui, le siège est basé à Paris. C'est le siège qui te rappelle? Comment ça fonctionne? Oui, exactement. Parce qu'en fait, en Chine, quand je suis allé, en fait, j'avais une mission d'1 an. Après, j'ai été prolongé encore 1 an, mais je savais que je n'allais pas rester longtemps. Et en plus, alors, j'ai adoré mon expérience en Chine. C'était vraiment génial. Mais 2 ans, ça m'a suffi. Et du coup, ils m'ont proposé un poste ici à Paris, justement pour m'occuper de toute la partie développement commercial. Et alors là, du coup, tu reprends une casquette qui est cette fois-ci 100% commerciale. Oui. Et petit à petit, du coup, ton périmètre va s'élargir. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, tu as aujourd'hui plusieurs casquettes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Donc, effectivement, j'ai la partie commerciale, donc à la fois la vente, donc on doit signer de nouveaux contrats, conquérir de nouveaux clients. On peut juste arrêter peut-être sur ça pour expliquer. En fait, Blueling Service, c'est pas uniquement la relation client, je le disais, pour Air France. Comme vous avez développé une expertise, vous allez aussi la commercialiser auprès d'autres entreprises qui ont besoin de services de relation client, c'est ça? Tout à fait, exactement. Donc aujourd'hui, on a environ 75% de notre chiffre d'affaires qui provient du groupe Air France et nous avons 25% qui proviennent des clients externes ou hors groupe Air France. On a un positionnement plutôt premium, donc on travaille surtout avec des marques premium au luxe. Haut de gamme. Haut de gamme, exactement. Et c'était ça justement l'objectif, c'est à la fois faire profiter toutes ces marques de notre savoir-faire qu'on a appris grâce à Air France, mais aussi ça nous permet de voir ce qui se passe dans les marchés pour que nous, on puisse faire évoluer la prestation qu'on propose à notre maison mère à Air France. Super intéressant. Donc finalement, ça te donne aussi un benchmark un peu des best practices qui existent ailleurs. Tout à fait. Et ça t'inspire. Tout à fait. Et quel est le rôle de la formation sur ces métiers? Alors, la formation, elle est clé de notre métier. Il y a bien évidemment tous les savoir-faire qui est plutôt, on dirait, un savoir technique. Donc, par exemple, pour un ambassadeur qui est sur l'activité Air France, il faut savoir réserver un billet, faire un changement des billets et tout ça.
Mais la partie savoir-être, je dirais qu'elle est encore plus importante. Et c'est là où on fait la différence. Donc, quand on a les clients au téléphone, enfin, peu importe si c'est un client, quand on est au téléphone, on a seulement 20% de la communication qui passe. Parce qu'en fait, quand on se communique, 80% de la communication, elle est en fait non verbale. Et du coup, quand on est au téléphone, on est privé des 80% de nos outils, disons, de communication. Donc, il faut vraiment travailler sur la voix, l'intonation, comment on dit les choses. Il faut bien sûr parler d'une façon très claire, expliquer les choses, même dans une situation très difficile. Bon, on parlait tout à l'heure d'un bagage qui est perdu. Donc, la partie formation savoir-être, elle est vraiment clé. C'est vrai ce qu'on dit, que le sourire, ça s'entend, ce genre de choses. Alors nous, on croit beaucoup dans ça. Il y a justement des techniques et on dit souvent à nos collaborateurs qu'il faut sourire quand ils sont au téléphone. Donc oui, j'y crois vraiment et ça s'entend quand on sourit au téléphone. Et est-ce que c'est un métier qui a évolué? Tu vois, c'est quelque chose que je me pose. Parfois, tu as des métiers qui sont traversés par des technologies, ce genre de choses, où même la relation client a évolué. En quoi, finalement, ça a changé ces dernières années? Je pense qu'il y a deux choses. Donc, il y a 15 ans, notre métier, il était très technique parce que les outils aussi, ils n'étaient pas avancés. Donc, je vous donne un exemple. Pour faire une réservation, il fallait faire des transactions sur les systèmes de réservation d'Air France et il fallait les connaître par cœur, toutes les différentes transactions. Donc, c'était très technique. Donc, du coup, pour les recrutements aussi, on cherchait des profils plutôt techniques. Ouais. Aujourd'hui, les outils ont évolué énormément. Donc, pour faire une réservation, on n'a pas besoin de taper toutes les transactions. On va tout simplement appuyer sur des boutons, faire une réservation, créer une nouvelle réservation, changer et tout ça. Donc, du coup, la partie, c'est ça que je disais, savoir-être, elle est beaucoup plus importante. Et c'est aussi l'évolution de la relation client et tout simplement du commerce. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les clients peuvent faire tout seuls sur les sites de la marque. Donc, pour Air France, tu peux changer ton billet sur site, tu n'as pas besoin d'appeler. C'est seulement si tu as vraiment un gros souci, c'est là où tu appelles. Et du coup, quand tu appelles, tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un qui est très fort côté technique, mais tu as besoin de quelqu'un qui t'écoute, qui essaie de trouver une solution personnalisée pour toi, qui te rassure. Donc, on voit vraiment ces changements. Et comme je disais, à la fois, les profils qu'on recrute, ça a changé beaucoup. Mais ça passe énormément aussi par la formation. Donc, la façon comment on forme les gens et les contenus des formations, ils ont aussi beaucoup évolué. Super intéressant. Et comment vous faites finalement, tu vois, tu évoquais des grands changements à la fois sur la partie outils, IT, des comportements qui changent beaucoup avec des clients qui se renseignent auparavant, qui sont autonomes. Comment vous faites pour continuer à suivre ces tendances? Alors, donc, justement, on a, au sein de Blink, nous avons les labs innovation. Et les labs innovation, on existe justement pour faire la veille du marché de la relation client, pour qu'il derrière, on puisse proposer des solutions à nos clients. Donc ça, on a des différentes solutions. Donc, on a par exemple des solutions d'analyse sémantique de la voix. Donc, par exemple, on peut avoir, si les clients il appelle, s'il est content, s'il n'est pas content, il appelle pour tel souci ou pour tel souci. Génial. Ça permet à l'ambassadeur de mieux préparer justement la gestion de l'appel. Et après, a posteriori, ça nous permet aussi d'analyser pourquoi les clients ils nous appellent. Et essayer de faire en sorte que peut-être, je sais pas, on améliore ces produits-là ou on améliore notre site Internet. C'est vrai qu'il y a une vraie partie data qui est super intéressante finalement aujourd'hui. Oui, on peut conclure énormément. Plein de choses, analyser plein de choses à partir des signaux qui sont reçus. C'est vrai que ça, c'est la partie immergée. En tant que consommateur, on n'y pense pas du tout. Oui, parce que c'est un peu un back-office, on ne voit pas, mais les marques, on utilise énormément. Après, il y a d'autres solutions, par exemple les shopping immersives. C'est des solutions où tu vas sur les sites de la marque et après, si tu aimes bien un produit ou dans les cas, par exemple, d'Air France, si tu veux faire un voyage, tu peux partager un lien avec un ami ou avec quelqu'un de ta famille pour qui, finalement, vous fassiez l'achat ensemble. Donc ça, à la fois, ça permet à la marque aussi de donner un peu plus de visibilité à ses produits. Et l'idée, c'est que dans ces chats finalement privés, que les clients il est capable de créer, nous, en tant que conseiller clientèle, on puisse interagir avec les clients s'il a un doute sur un produit ou sur un voyage spécifique. Donc ça, c'est les types des prestations, enfin des évolutions technologiques qu'on propose à nos clients. Excellent. Et du coup, dans ce lab, comment vous fonctionnez en termes de veille? Est-ce que tu as des collaborateurs qui ont une veille attitrée sur certains sujets?
Est-ce que ça passe par des outils, recherche de news Oui, alors on a Sans deux tout dévoiler, approches. hein, je sais que c'est Oui, ultra confidentiel. non, il y a pas de souci. Donc en fait, on a deux approches qui se poursuivent un peu en parallèle. Dans un premier temps, d'un côté, on est en contact avec nos clients. Donc, on essaie de comprendre leurs enjeux et leurs besoins. Donc, un bon exemple, c'est l'analyse sémantique dont je vous parlais au début. Ben, un de nos clients, il nous a dit, bon, nous, on veut savoir ce que les clients ils disent de nos produits, mais on ne veut plus envoyer d'enquête de satisfaction parce qu'aujourd'hui, Mais Philippe, je t'arrête là. Tu vois, comment tu fais, par exemple, parce que ça, c'est souvent une question même moi que je me pose à la startup, c'est de te dire, les clients, ils ont souvent beaucoup d'idées. Et l'important, c'est d'expliquer aux commerciaux, d'écouter ces idées et ensuite de les ramener à la startup et de dire, ah, vous avez pensé. Tu arrives à processer et à faire en sorte que les commerciaux soient un peu des capteurs de bonnes pratiques. Tu passes un message régulier oui, pour dire remonter vos idées. Ça passe aussi par la formation, hein. Donc, parce que finalement, nos commerciaux, comment dire, ils doivent avoir une posture des consultants. Donc, comme tu dis, il faut être beaucoup à l'écoute, mais il faut aussi être capable de proposer des choses parce que bon, les clients, ils ne connaissent pas tout, hein. Donc, il a un besoin, peut-être il connaît une solution, mais notre objectif et notre mission aussi, c'est de dire oui, il a cette solution-là, mais regarde ça, on peut te proposer ça et ça. Et c'est ça les deux choses en parallèle que je disais. Donc, une chose, c'est par rapport aux enjeux de nos clients, nous, on va chercher des outils et nous, on fait aussi la veille et on travaille avec, on est présent sur des plateformes qui essayent de se renseigner un peu sur ce qui se passe dans le marché, qui est aussi présent dans le monde des startups. Comme ça, on a les deux côtés. Super. Côté client, mais aussi parce que, comme je disais, les clients, ils ne peuvent pas penser à tout, ils ne connaissent pas tout. Donc, nous, on doit être là pour apporter la nouveauté. Excellent. Et Philippe, on parle beaucoup de tendance. Et alors, j'aime pas associer la RSE à la tendance, mais impossible de ne pas en parler, surtout sur le milieu de l'aviation, où on sait qu'aujourd'hui, les enjeux climatiques sont très forts. On pense à l'empreinte carbone. Depuis peu, je crois que tu as intégré aussi une verticale RSE. Tu peux nous en parler ? Oui. Alors, je pense que la RSE, c'est un point primordial et en fait, je pense que c'est l'avenir, hein. La RSE, c'est pas qu'est-ce qui sera la RSE demain, mais en fait, demain sera la RSE. Et quand je parle de la RSE, c'est vraiment pour moi, c'est des entreprises qui essaient de créer une valeur qui va au-delà de la valeur économique, mais qui vont essayer vraiment de créer une valeur sociétale, sociale et environnementale, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se dire, OK, on regarde les comptes des résultats, si on est au vert, tout est bon et on continue. Ouais. Non. Ben, c'est quoi tes impacts sur la société? Est-ce que tu es en train de commercialiser un produit, un service qui va créer de la valeur pour une certaine population? Donc, je pense que c'est ça l'avenir. Et du coup, pour moi, la RSE, ça peut pas être un département à part entière ou un silo qui va travailler et qui va seulement essayer de répondre à la réglementation. Et en fait, la RSE, elle doit être au cœur de la stratégie et elle doit être portée finalement par tous les différents départements, hein. Donc, par exemple, si on dit les IT, si j'ai pas des IT, peut-être tu vas pas forcément penser à la RSE, mais avec la sobriété digitale, c'est aux IT en fait d'agir, de réfléchir aux solutions. Green IT, exactement. Ouais, raison. Donc ça, c'est partout et c'est ça qu'on essaie de faire chez Bluelink. C'est vraiment, on n'a pas des départements RSE. Donc c'est moi qui porte la démarche au niveau du COMEX, mais bon, je suis le directeur du développement. Et l'idée, c'est que chacun des directeurs porte un projet différent qui soit bien sûr en phase avec ses responsabilités. Donc finalement, tu fais en sorte que je trouve ça fort que la RSE soit aussi portée par le business. Oui. Parce que du coup, ça positionne le sujet à un niveau effectivement très performance commerciale. Et du coup, à toi de faire infuser ensuite la RSE à tous les niveaux. Et qu'est-ce que tu t'es fixé un peu comme feuille de route? Est-ce que tu as des premiers combats où tu te dis on va commencer par ci? Tu as une démarche, j'imagine, tu as peut-être une démarche en tête ou des priorités? Oui. Alors, on a fait tout un travail un peu technique qui s'appelle la matrice des matérialités, où en gros, on va demander à tous nos parties prenantes, donc nos collaborateurs, clients, mais aussi l'État et nos partenaires, c'est quoi les priorités pour Bluelink pour les années à venir. Et en faisant ce travail-là, on a défini 3 priorités, donc le développement du capital humain, l'engagement des équipes et l'impact local et environnemental. Alors, nous sommes dans un métier du service et dans une industrie qui pollue pas beaucoup parce qu'on ne produit pas.
On vend des services. Donc, je pense que l'enjeu majeur pour nous, c'est vraiment faire en sorte de développer les capitales humains de nos collaborateurs, mais aussi des endroits où on est présent. Et très souvent, on est en fait les premiers employeurs de nos collaborateurs. Et du coup, on voit aussi notre mission de préparer nos collaborateurs pour leur avenir professionnel. Bon, on discutait un peu au début, on a quand même une organisation très pyramidale, donc on ne peut pas faire en sorte que tous les collaborateurs montent au sein de Bluelink, mais l'idée, c'est qu'ils passent quelques années chez nous, qu'ils apprennent des choses et qu'après, qu'ils puissent retrouver un boulot derrière, un autre boulot. Oui, donc finalement, tu travailles beaucoup l'employabilité. Exactement. C'est super moderne, ce côté où finalement, tu acceptes aussi la donne, qui est qu'aujourd'hui, un nouvel entrant ne va pas forcément être marié à vie à une entreprise, mais plutôt faire des sauts de puce. Oui. Et charge à notre responsabilité, finalement, c'est faire en sorte qu'on leur fournit des clés qui se nourrissent. Et ça a d'autant plus de sens. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les Gen Z qui arrivent sur le marché, ce qu'ils cherchent, c'est apprendre et pouvoir s'éclater, mettre en place des choses à un poste. Oui. Quoi. D'où l'importance pour faire les liens avec la formation, parce que c'est par la formation, justement, qu'on va accompagner ces gens-là et faire en sorte, justement, qu'ils puissent retrouver un boulot après. Et aussi qu'ils soient engagés les temps qu'ils sont chez nous, parce qu'ils voient aussi l'intérêt, pas seulement qu'à la fin du mois, ils vont toucher leur salaire, mais qu'ils vont apprendre beaucoup de choses, qu'ils vont pouvoir se développer. Très clair. Et sur la partie, du coup, ensuite, tu disais que tu avais capital humain. Ensuite, tu avais... engagement des équipes. Et après, il y a la partie impact local environnemental. Donc ça, c'est plus la partie vraiment de développement durable. Et là, on travaille beaucoup avec la sensibilisation aux enjeux du réchauffement climatique. Donc, chez Bluelink, on croit que la première étape, enfin les premiers pas, c'est de comprendre ce qui se passe dans notre monde, autour de nous, pourquoi on est où on est. Et c'est en comprenant les choses qu'on pourra derrière agir. Donc, on a lancé l'année dernière 2 gros projets. Les premiers projets, c'est un projet de formation e-learning. Donc, on propose à tous nos collaborateurs une formation de 2 heures où on essaye de comprendre les dérèglements climatiques. Donc, on va essayer on va parler des météos, climat. Ouvert à tous tes collaborateurs ou en fait, alors, j'aime pas les mots obligés, mais c'est... comment je peux dire? Mandatory. Voilà, mandatory, on fait plus positif. Quand même. Voilà. C'est un beau sujet. Il y a pire comme sujet. Oui, c'est sûr. C'est quand même un super sujet. Non, les gens, les retours, ils sont plutôt positifs. Les gens, ils sont très contents parce qu'ils apprennent énormément des choses. C'était la première fois, du coup, qu'il y avait une action de sensibilisation sur ce sujet-là? Oui, c'était la première fois. C'est fort. Et ce qu'on a fait, en fait, on a commencé par les hauts de l'organisation. Donc, tous les COMEX, ça passait d'abord... la formation, parce qu'on a voulu vraiment donner l'exemple. Par la suite, tous les managers ont été formés. Et depuis le début de cette année, on a vraiment ouvert la formation à tous les collaborateurs. Et tu sens que les gens sont réceptifs? Oui, alors pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ils sont pas sensibles. Ils sont pas sensibles à ces sujets. Mais je dirais une grande majorité, je sais pas, 80%, ils sont très réceptifs, ils sont très contents. À la fois d'apprendre des choses, mais je dirais peut-être surtout de voir que nous, on est engagés sur ces sujets-là. Ouais. Il y a aussi une fierté, en fait. Oui, tout quand à fait, tu dis, exactement. OK, il y a des actions qui sont prises, il y a une vision. C'est le fait de ne pas avoir d'action, qui aujourd'hui, je trouvais très critiquable, le fait de ne pas tenter quelque chose. Oui. Là, les gens se disent, et se regardent un peu pantois et disent, mais mon employeur ne fait rien et moi, j'ai envie de faire des choses. Oui. Et comme tu disais, je pense à la fois, c'est aussi demandé par nos clients, mais nos collaborateurs et surtout les nouvelles générations, elles veulent travailler pour une entreprise qui a du sens, mais qui est responsable aussi. Donc, c'est des sujets qui sont très importants. Oui, je pense que souvent, la RSE a été envisagée d'abord sous l'angle réglementaire. Oui. Parce qu'il y a très longtemps, il y avait beaucoup de nouvelles réglementations, que ce soit dans le BTP ou dans d'autres industries. Ensuite, il y a eu la pression des consommateurs. Et là, on s'aperçoit que maintenant, les candidats sont aussi très regardants dans leurs critères de sélection des entreprises. Alors, Felipe, j'arrive sur la partie un peu plus perso de ce podcast. Et je voulais t'interroger un peu sur ta routine. Et tu m'as dit,
Oui, moi, j'aime pas la routine. Parce que tu as quand même une morning routine le matin où tu es vraiment en mode apocalypse tous les jours, Non, j'ai quand même ma routine. Tu me rassures. Voilà, oui. Et surtout les matins, j'aime bien prendre les temps. Hein. Donc, je n'aime pas me réveiller et devoir sortir dans 10 minutes. Ça, c'est impossible pour moi. Normalement, je me réveille 1h30 avant, avant les temps que je dois partir de la maison, que je dois commencer à travailler. Et j'aime bien, il n'y a rien de très spécial. Hein, j'aime bien prendre un bon petit déjeuner. Je regarde les journaux. Je lis beaucoup d'articles les matins pour m'informer. C'est plutôt presse plutôt que télévision. Tu mets pas BFM dès le matin? Ah non, j'aime pas trop. J'ai pas dit CNews. Oui, bon. C'est une news, oui. Mais non, je préfère lire. Ouais, pareil, moi aussi. Ouais, je sais pas, parce que comme ça, je peux aussi choisir ce que je veux dire. Donc oui, je prends, je sais pas, au moins 30 minutes en lisant des différents articles. Je regarde un peu LinkedIn aussi pour savoir ce qui se passe. Et après, juste avant de commencer à travailler, je prends un café, je regarde mon agenda et j'essaie de m'organiser un peu aussi, me préparer mentalement pour ma journée, les réunions que je vais avoir. Et j'essaie de me fixer 2-3 objectifs pour la journée. Ouais. Et du coup, justement, tu parlais d'objectifs. On sait que la relation client, tu le disais, c'est challengeant, il y a aussi de la pression. Comment tu gères la pression et comment tu as appris à structurer un peu ton équilibre de vie? Alors, moi, personnellement, je dirais qu'il y a 3 choses qui m'aident à trouver un bon équilibre. Donc, la première chose, c'est vraiment, je m'amuse au quotidien, au boulot. Hein. Donc, j'essaie vraiment de faire les choses. Bien sûr, parfois, on a des tâches à faire qui ne sont pas les plus drôles. Hein. Quand tu as des tableaux à remplir ou des présentations à faire, bon, bref, il faut les faire. Mais j'essaye vraiment d'avoir fun tous les jours. Et c'est surtout avec les relations humaines qu'on a avec les collègues, avec mes équipes, en essayant aussi de parler des choses un peu, pas seulement liées au boulot, mais en dehors du boulot. Donc ça, je pense que c'est très important. Et je pense que ça remonte un peu à ce que je disais, comment mes collègues ont été hyper importants pour moi au début quand j'étais conseiller clientèle. Ouais. Et c'est pareil aujourd'hui. Hein. Je pense que, comme on disait, avoir une équipe soudée, c'est clé. Et tu vois, il y a un concept intéressant qui est en train d'exploser. C'était Ilham Aloum de L'Oréal qui m'en parlait la dernière fois, qui était celui finalement de la sécurité psychologique d'une équipe. Tu vois, quand une équipe se sent en sécurité, se sent bien, elle est 10 fois plus performante, créative, moins de turnover et tout. Oui. C'est clé, en fait, d'avoir une équipe qui se sent bien, quoi. Et pouvoir, justement, partager les choses, parler des choses. Et peut-être, si t'es pas bien un jour, parce que, je sais pas, t'as eu un problème familial, mais que tu puisses en partager, tu vois, mais peut-être pas dans les détails, mais tu vois, de partager, non, aujourd'hui, je suis pas bien. C'est très important, je pense. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est prendre les reculs et avoir un peu la global picture parfois. Donc, ça arrive je sais pas, par exemple, si on n'a pas gagné un dossier commercial ou si on a une réclamation d'un client, bon, ça pourrait être un peu ennuyeux. Mais souvent, je pense à des montagnes ou à la mer, des trucs très gros en disant, en fait, ces petits problèmes, c'est rien. Quand je regarde la montagne et je mets un peu en perspective. Ouais. C'est rien. Ou sinon, je me dis, d'ici 5 ans, est-ce que je vais me souvenir de ça? Et souvent, la réponse est non. Donc, je me dis, du coup, je ne vais pas me soucier de ça. C'est que ça marche bien, ça. Oui. Et après, le troisième truc, c'est quand je suis en vacances, je suis en vacances. Tu arrives à couper complètement? Je coupe complètement. Je ne regarde pas mes emails. Bien. Alors, je reste disponible sur les WhatsApp ou SMS et au téléphone pour mes équipes. Oui, parce que parfois, il y a des urgences, mais je ne regarde pas mes emails du tout. Et je pense que ça, c'est hyper important. Donc, tu as défini un canal et tu as dit à tes équipes, les mails, ne cherchez pas. Par contre, en cas d'urgence, appelle Exactement. WhatsApp. Et j'encourage mes équipes à faire pareil. Donc, je leur dis, si tu es en vacances, tu es en vacances. Il ne faut pas travailler et je ne te contacte pas, sauf une urgence. Fin du monde, oui. Voilà. Après, ça demande beaucoup d'organisation, justement. Bien parce sûr. Que tu dis, pendant une semaine, je ne serai pas là. Donc, il faut s'organiser en fonction. Je pense que c'est hyper important pour la santé mentale, tout simplement. C'est important de les connecter. Mais surtout, je pense que quand tu reviens et tu arrives à te déconnecter, tu reviens avec des nouvelles idées. Et du coup, tu es aussi beaucoup plus productive.
Donc, pour moi, c'est clé. C'est vraiment une des clés pour trouver l'équilibre. Mais c'est pas facile. Tu vois, moi, au tout début de Kokoroé, quand on a débuté, je culpabilisais beaucoup. Donc, j'avais du mal à couper. Et quand je partais en vacances, je me sentais obligée de regarder les mails, etc. Et au final, tu te fatigues énormément. Oui. Alors que maintenant, j'ai vraiment, un peu comme toi, tu vois, je coupe complètement. Et quand je reviens, j'ai un œil plus neuf, plus frais, un peu plus d'énergie. Et tu vois les choses différemment, en fait. Oui. Mais tu as raison, ça demande beaucoup d'organisation. Oui. Et après, c'est aussi ce que tu dis, hein, il ne faut pas se culpabiliser parce que c'est normal d'avoir des vacances. Hein, on n'est pas là pour travailler dans la vie. Sûr, donc, bien sûr. Oui, pour moi, c'est clé. Et est-ce que, Philippe, tu as des livres, justement, que tu nous recommandes, des expos ou des séries, même que tu as vues, lues et que tu nous dis, ah tiens, arrêtez tout, allez les voir? Alors, peut-être je vais parler des livres. Alors, moi, j'aime bien lire 2-3 livres en même temps. Ah oui? Oui, parce que j'ai mon système. Normalement, les week-ends, c'est des livres qui me demandent plus d'attention, où je vais apprendre vraiment des choses. Et après, les soirs, avant mes coucher, je lis plutôt des romans. Hein. Okay. Donc là, en ce moment, je suis en train de lire Homo Deus. Ah oui. Voilà, des Harari, qui vient juste après Homo sapiens. Et donc, Homo sapiens, je pense que tu l'as lu. Donc, c'est plutôt l'histoire de l'humanité, de la civilisation humaine. Et Homo Deus, il propose, c'est quoi l'avenir? Il propose justement des différents scénarios. Donc, c'est très intéressant. En même temps, parfois, je t'avoue que ça fait un peu peur parce qu'il parle justement beaucoup d'intelligence artificielle et qui demande, on aura des robots et tout ça. Et bon, voilà, j'ai un peu peur, oui. Voilà. Mais c'est hyper intéressant. Je pense que ça m'a ouvert les yeux et ça m'a donné aussi une base qui m'aide aussi à comprendre comment on est arrivé où on est par rapport au dérèglement climatique aussi. Voilà. Après, donc là, c'est livre du week-end, rassure-moi. Oui, exactement. Parce que je ne l'ai pas lu le soir, moi. Tu vois, là, vraiment, non, c'est vraiment, tu me rassures. Ouais, tout à fait. Il faut prendre les temps. Après, c'est une lecture assez facile. Donc, mais oui, il y a beaucoup des connaissances derrière. Je suis aussi en train de lire, là, je vais les finir bientôt, une bande dessinée qui a été proposée par Jean-Marc Janowitz. Sur le climat. Exactement. Oui, ça s'appelle Les mondes sans fin. Oui, j'ai pas encore lu. Il faut les lire parce que. Il paraît qu'elle est géniale. Il vulgarise un sujet. Bon, les sujets du dérèglement climatique, il est assez complexe, mais il l'explique d'une façon, très simple de les comprendre finalement. Et en plus, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Les sujets, il n'est pas drôle, mais la façon comme il les raconte, c'est drôle. Donc voilà, je recommande. Le monde sans fin. Ouais, très bien. Et après, pour les romans, en ce moment, je suis en train de lire 100 ans des solitudes. Ah bah ouais. Voilà. Gabriel Garcia. Gabriel, oui, excuse-moi, merci, tu prononces mieux que moi. Qui raconte la vie des gens dans une petite ville colombienne et qui, en gros, ça parle un peu de la vie, des beautés de la vie, de la complexité de la vie. Et que ça me mène un peu dans un autre monde. C'est super. Et c'est ça que je veux bien faire ça. Et là, c'est plutôt le soir, rassure-moi. C'est plutôt les soirs, exactement. J'essaye de me projeter. Oui, j'essaye justement juste avant mes coucher, 30 minutes avant, de ne pas regarder les téléphones, je les mets vraiment à part et je lis pendant ce temps-là. Mais là, 3 bouquins en même temps, je suis incapable. J'ai besoin d'être fidèle au même bouquin. Ah oui, incapable. J'arrive pas à faire deux expériences en même temps. Ouais. Après, voilà, j'ai trouvé mon système. Les week-ends, comme je disais, c'est plutôt un type de bouquin et les soirs, un autre. Génial. Du moment que tu te perds pas, moi, ça va. Merci beaucoup, Felipe, pour ton super témoignage. Moi, je retiens deux choses. Je retiens ta punchline demain sera la RSE. Ça pourrait être le slogan d'un t-shirt, j'aime beaucoup. Et prendre du plaisir au quotidien. Et c'est quelque chose qui résonne beaucoup chez nous, chez Kokoroé. Je crois qu'il faut se réveiller le matin pour quelque chose qui fait du sens. Ça passe par créer quelque chose qui nous plaît, un sourire, discuter avec des gens qui nous parlent, apprendre et s'enrichir. Donc, bravo à toi pour ce témoignage. À très bientôt, amis de la RH.